Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous, ce que nous ressentons, parce que je réponds à une personne lambda qui pose une question en privé à une personne par rapport à la profession, par rapport à ce que nous faisons. Mais quelle que soit la lourdeur de nos tâches, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, nous ne devons pas l'extérioriser. Donc, et c'est pourquoi, comme l'attente est extrêmement importante, comme tout le monde pense que nous avons la solution parfois, c'est difficile. Je le disais tout à l'heure, le fait qu'on te tende un micro, il n'y a rien de plus difficile. Parce que parfois, on a l'impression que vous ne voulez pas, en tout cas, vous exprimer, mais en réalité, parce que vous avez des retenues. Mais professeur, est-ce qu'il vous est arrivé dans cette période de rentrer chez vous, de vous réécouter et de dire non, je n'aurais pas dû dire ça, j'aurais plutôt dû... Est-ce que c'est... Je ne dirais pas non, parce que il s'est produit une seule fois. Je ne me rappelle pas, parce que comme on dit, l'exception confirme la règle. Mais juste pour dire que, on en parlait tout à l'heure offline, parfois l'idéal c'est de ne pas parler dans des situations difficiles. Le silence. Le silence. Donc on disait que quand la parole est d'argent, le silence est d'or. Et moi je dirais de diamant. Et c'est pourquoi je dirais parfois c'est ce retenu-là et on doit parler, on doit communiquer. Parce que pour communiquer, il faut avoir des arguments, il faut toujours convaincre. Et répéter est pédagogique, certes, mais c'est difficile de répéter quand de l'autre côté, en tout cas, la perception n'est pas réelle. Et c'est pourquoi, en dehors même de la profession, parce qu'en dehors de cette communication, nous avons plusieurs responsabilités. Il y a l'hôpital qui t'attend, il y a l'enseignement qui t'attend, il y a la recherche qui t'attend. Et en plus de ça, également, il y a la charge familiale. Alors, qu'est-ce qui vous donne la force ou l'énergie de pouvoir cumuler tout ça? Je parle de cumul, finalement. Il y a Einstein qui disait, pour pouvoir réussir dans la vie, il faut aller au-delà de ses limites. Nous puisons, en tout cas, au fond de notre dernière ressource pour pouvoir exister. Anecdote passant, hein, je me rappelle une fois, et ça je l'avoue, une fois j'étais invité, j'étais obligé d'être sur un plateau parce que c'était important sur le plan académique, mais je ne sentais plus mes jambes. On était fatigué, on est fatigué, mais comme je l'ai dit, on ne doit pas le sentir parce que l'autre ne doit pas le voir. Et c'est pourquoi notre tâche est extrêmement difficile, mais d'autres ont des tâches beaucoup plus difficiles. Vous avez des tâches difficiles, il vous arrive de rester 24 heures pour couvrir des événements. Et donc c'est pourquoi aujourd'hui, on doit taire nos difficultés, on doit taire notre fatigue, parce que le peuple a besoin de nous. Professeur, aujourd'hui vous êtes coopté au niveau de l'OMS déjà. C'est quoi la fiche de poste? Et ensuite, quelle valeur ajoutée pour le Sénégal? Oui, j'avoue que je pense que vous avez tous suivi l'actualité par rapport à tout ce qui a été dit par rapport à la prise en charge d'une manière globale. Tous les pays sont à la recherche de la bonne, en tout cas de la bonne thérapie. Quand je parle de thérapie, la thérapie efficace qui peut être très coriace contre le virus et qui permettait d'avoir des résultats extrêmement importants en un temps record avec des preuves à l'appui. Et jusqu'à présent, chaque pays est à la recherche de cette thérapie et l'Afrique également a cette thérapie que nous connaissons d'antan, notamment la pharmacopée traditionnelle. C'est vrai qu'un de vos collègues me disait ce matin que l'Afrique a eu à faire beaucoup de belles choses, et c'est vrai. Tous nos grands, en tout cas nos parents, nos grands-parents ont eu fait recours à notre pharmacopée traditionnelle, à la médecine traditionnelle africaine. Mais la tradition africaine, elle est orale, elle n'est pas écrite. Le plus souvent, concernant toutes ces thérapies, même s'il y a beaucoup d'universitaires qui ont eu à faire beaucoup de travaux sur ça, publiés, mais pas très vu parce que ce n'est pas à large échelle et ce n'est pas malheureusement tombé dans les mains des organisations qui décident. Et c'est pourquoi, chemin faisant, avec la situation de la Covid-19, où chacun se cherche en réalité, les Européens, en tout cas, le monde, en tout cas, les autres continents sont en train de chercher leur formule. Et c'est pourquoi en Afrique, nous avons des formules. Et beaucoup ont dit, en tout cas par rapport à la thérapie, qu'ils ont eu à trouver que nos plantes médicinales africaines ont eu probablement une activité par rapport à d'autres pandémies. Et c'est pourquoi, pour répondre à la question, parce qu'il fallait amener le sujet, c'est l'enseignant qui parle. Parfois, on est un peu bavard pour pouvoir expliquer. Pour dire que c'est fort de tout cela. Que vous savez que tous les Africains sont levés pendant longtemps, depuis quelques mois, pour dire que pourquoi pas la pharmacopée traditionnelle africaine. Et c'est pourquoi l'OMS a jugé utile aujourd'hui d'écouter les Africains que nous sommes. Pas nous en tant que chercheurs, mais d'abord ces leaders, nos dirigeants africains, qui sont levés pour dire qu'il faut qu'on puisse utiliser nos plantes, il faut qu'on puisse utiliser nos thérapies. Et pour une fois, et c'est pourquoi c'est là où c'est important, et pour une fois, en tout cas à ma connaissance, en tout cas, je n'ai jamais appris ça, et je n'ai pas vu, je n'ai jamais vécu, peut-être que ça existe,
que l'Organisation mondiale de la santé prenne une décision aussi importante. C'est une révolution. C'est une révolution médicinale. C'est une révolution médicinale qui donnerait de la valeur à la. Et c'est quoi cette décision de l'OMS? Cette décision, c'est de maintenant que les produits africains, si un pays africain dispose d'une plante ou d'un produit qui provient de la médecine traditionnelle, de la thérapie africaine, que ce pays voudrait tester ça, l'Organisation mondiale de la santé va encadrer le pays, va l'accompagner. Encore faisant, en aidant à mettre en place un protocole de ces cliniques. Parce que, heureusement ou malheureusement, le monde obéit à des règles. Aujourd'hui, il y a un règlement. Pour pouvoir accepter un produit, il faut passer par des essais cliniques. Et ça demande une expertise, ça demande une compréhension de l'essai clinique et en tout cas une expertise et une expérience. Et c'est pourquoi ils ont dit donc, pour tous ces produits maintenant, pour que demain ce produit soit accepté par les grands décideurs, par les institutions internationales et par tout le monde, qu'on va mettre en place des essais cliniques. Et cela est expliqué pourquoi le comité a été mis en place et mieux également les accompagner même dans la mise en œuvre. Si le produit, en tout cas si le pays vous dit je n'ai pas de protocole, je ne sais pas comment faire. L'objectif du comité qui a été installé, c'est de les accompagner. L'autre aspect, c'est de faire en sorte que le travail se fasse convenablement pour qu'au finish, qu'on puisse avoir des résultats valables, qu'on puisse en fait publier, qu'on puisse dire voilà demain tout ce qui a été fait. Et tout cela a suivi un scénario en tout cas éthique, un scénario logique, médical, scientifique qui permet après de pouvoir dire que tel produit africain est bon. On va pouvoir maintenant le mettre en place. Alors on va revenir sur l'OMS un peu. Est-ce que l'organisation n'est pas en train un peu de verser dans le cartésianisme un peu, puisqu'on sait aujourd'hui que la finalité de toute thérapie, c'est de soigner. Tout à fait. D'où qu'elle vienne aujourd'hui. Donc la rupture, elle est fondamentale. Mais qu'est-ce qui aurait présidé à cette réorientation, cette rupture? Oui, mais parce que c'est une résignation ou une acceptation? Mais le monde n'a plus de solution aujourd'hui. On est devant un mur. Et toutes les propositions, je vous l'ai dit, c'est-à-dire qu'il y a 4 mois, cela n'était pas imaginable éventuellement, même s'il y a beaucoup de scientifiques que je salue, qui sont nos maîtres, qui ont travaillé sur ça, qui ont tout fait pour que cette médecine traditionnelle, en tout cas, soit acceptée. Et c'est le cas dans beaucoup de pays, mais qu'il y ait une législation scientifique acceptée à tous les niveaux. Parce qu'on va vous dire, bon, quelle est la composition du produit, etc. Il y a beaucoup d'aléas à l'intérieur. Est-ce que ça a suivi tous les processus, tous les processus par rapport à comme un médicament, Parce que voilà, et cela a fait que effectivement c'était difficile. C'était difficile parce que je l'ai dit à l'entame de mes propos, il y a des normes qui ont été mises en place, par rapport à la médecine, par rapport à la mise aux médicaments, par rapport au traitement. Donc mais la question, professeur, c'est comment est-ce qu'elle sera encadrée, la médecine traditionnelle, qui va se frotter à la médecine moderne, qui s'adosse à la scienticité des choses? Vous savez, aujourd'hui, on voit une révolution sur le plan de la prise en charge, sur le plan médical. Aujourd'hui, ce que nous voyons aujourd'hui, la médecine moderne va coopérer avec la médecine traditionnelle. Comment faire? Il y a des produits qui seront préparés pour vendre, qui sont quelque part venant de la pharmacopée traditionnelle africaine, d'un pays de données. Pour pouvoir valider ces produits, on connaît les processus de validation d'un produit depuis la phase 1, qui consiste à prendre le produit et le tester au laboratoire. Voir est-ce que in vitro, je pense que même pour certains produits, les Allemands l'ont fait tout récemment, est-ce que ce produit a une activité in vitro par rapport à tel microbe, mais pas chez l'homme. On va voir est-ce qu'il y a une activité. Et cette activité a été prouvée par beaucoup de, en tout cas, chercheurs pour beaucoup de produits africains. Et maintenant, j'y viens, Pape, s'il vous plaît. On va passer cette étape. Cette étape maintenant est un peu... On ne va pas s'attarder sur ça. Parce que ça prendra beaucoup de temps, ça prend des mois, des années. On va passer à une étape supérieure qui consiste maintenant à prendre directement le produit, à aller vers l'homme. Mais pour cela, il faut des essais précliniques, des tests précliniques. Voir est-ce que ce produit, en réalité, est un produit que l'homme peut utiliser. Il n'est pas nocif. Il n'est pas nocif. Non seulement n'est pas nocif, mais est-ce que la dose qu'on doit l'utiliser est la bonne dose, qui peut être effective, je veux dire efficace, et qui ne serait pas également létale pour une personne. Parce que quand la dose, un produit est sous-dosé, le produit n'est pas efficace. Quand le produit est surdosé, ça va être toxique pour l'individu. Donc on va passer par des étapes
cliniques, précliniques. Et lorsque ces étapes sont validées, maintenant on va passer chez l'homme. Et chez l'homme, on donne un médicament. Maintenant, ça devient comme un médicament qu'on donne à une personne. Et on veut montrer que ce produit n'a aucune activité nocive chez l'homme, en contrôlant donc des paramètres biologiques. Je ne vais pas revenir sur ça, ce n'est pas l'objectif. Mais également de voir les constantes sur le plan clinique. Est-ce qu'il n'y a pas des effets néfastes, en tout cas des effets secondaires terribles qui pourraient compromettre la vie de la personne. Et voir quelle est la dose qui a été utilisée, parce qu'il y a plusieurs doses qui seront utilisées. Mais des doses qui ne seront pas létales, mais des doses concentrées qui seront en tout cas effectives, efficaces, j'allais dire, par rapport à ce produit-là. Et tout ça sera monitoré jour par jour, chaque jour. Les prélèvements de sang vont être réalisés. Et là, on va faire recours à la biologie moderne, médicale. Les médecins viendront, les cliniciens vont examiner les paramètres, en tout cas les constantes du malade. Là, c'est clinique. Donc, vous voyez qu'on va associer ce qui se passe quotidiennement avec la médecine moderne en mettant en place également un produit venant de la pharmacopée traditionnelle. Et si on voit maintenant qu'il y a des résultats, c'est la médecine moderne qui va confirmer la pharmacopée traditionnelle et qui permettra de dire aujourd'hui qu'on a effectivement cette conjonction, en tout cas de médecine traditionnelle et médecine moderne, peut être demain. La médecine moderne va donc assister la médecine traditionnelle. Et c'est pourquoi nous chercheurs, nous sommes alors, l'un des enseignements du coronavirus aussi, c'est de trouver des solutions endogènes. Est-ce qu'aujourd'hui l'Afrique doit garder cette position attentiste et d'attendre une solution qui va venir de l'extérieur, ou bien investir suffisamment dans la recherche et de trouver des solutions à partir de ces plantes-là traditionnelles? Oui ou non? Oui, parce que vous savez qu'aujourd'hui, si cette décision a été prise, je salue ça de la part de l'OMS, parce que vraiment ça a été courageux de la part de l'Organisation mondiale de la santé. Et ça n'a fait que rehausser l'Organisation mondiale de la santé, parce que c'est une demande africaine en réalité. Tous les scientifiques, en tout cas, et je le dis, nos dirigeants, tout le monde l'a vu, ont eu à un moment donné dire que nous allons prendre notre pharmacopée traditionnelle. On va aller vers ça. Par comment? On ne le savait pas, mais ils voulaient que l'Organisation mondiale de la santé puisse couvrir ça. Mais professeur, vraisemblablement, l'OMS n'a plus d'arguments ou de moyens. Elle est dos au mur parce qu'il y a une situation qui est celle-là et qu'elle n'a pas de solution. Donc, elle a l'oreille attentive auprès des États africains. Elle n'a pas vu venir et elle n'a pu rien faire. Et c'est pourquoi j'ai dit il y a 4 mois, on ne pouvait pas imaginer un tel scénario. Mais chemin faisant avec la situation, l'absence de médicaments par rapport à ce Covid-19, par rapport à la prise en charge, en tout cas un médicament spécifique qui permet de tuer le virus ou en tout cas un produit, mais toutes les solutions qui mèneraient à une thérapie objective, efficace, doivent être les bienvenues. Donc, il a fallu forcer. C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai senti qu'il a fallu... Moi, je faisais partie de ceux qui disaient dès le départ que la pharmacopée traditionnelle africaine a sa place. Et moi, je suis conseiller de l'OMS depuis, dans le cadre du PALU. Mais je dis, pour une fois, quelle que soit la position de l'OMS, moi, je prendrai ma responsabilité. Mais c'est quoi les chances de longévité de leur cohabitation future? Les chances, est-ce qu'aujourd'hui, c'est circonstanciel? Demain, les données vont changer. Est-ce qu'il y a beaucoup de... C'est pourquoi ce comité jouera un rôle extrêmement important. Pourquoi? Parce que le rôle de ce comité, pour moi, ça va dépasser le Covid. Qui compose le comité? Ce sont des experts africains. Pour le moment, je sais qu'ils ont choisi des experts qu'ils ont pensé... Je ne sais pas, moi je dis, aujourd'hui ils m'ont choisi, probablement il y a un autre Sénégalais qu'on a choisi éventuellement, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, ça pouvait être n'importe quel Sénégalais. Parce que ça prouve uniquement que la science sénégalaise, en tout cas le monde scientifique sénégalais est respecté à travers le monde. Et l'école de Dakar également est une école, en tout cas l'école de Dakar, quand je parle de Dakar, c'est l'école sénégalaise. Elle fait aujourd'hui partie des écoles prises, en tout cas. Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est une question pertinente? Je vais y revenir. Pour dire que aujourd'hui, ce que je sais, parce que ce comité va regrouper, en tout cas les experts que l'Organisation mondiale de la santé a jugé, en tout cas compétents, par rapport à ce qu'ils ont fait sur le plan scientifique. Parce que nous avons tous produit des travaux scientifiques. L'OMS vous dit, on a besoin de tel candidat. On a dit, on va vous mettre dans ce comité-là. Mais vous déposez, on vous demande votre CV. Et ce CV, ce n'est pas théorique. Ils vont tout voir, ce que vous avez produit sur le plan scientifique, depuis au moins une vingtaine d'années. Pas uniquement par rapport à l'animalité, mais sur tous ces aspects-là. Ils vont arbitrer. Quand ils arbitrent, ils vont dire, donc nous pensons... Et le fait de prendre, pour moi, le fait que le Sénégal puisse siéger dans ce comité est extrêmement important. Mais c'est très bien. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est une question pertinente de demander finalement à quoi sert l'OMS? Comme l'OMS n'a pas pu venir
n'a pas vu venir ce qui s'est passé avec le coronavirus. Et au moment où les Africains aussi étaient en train de chercher une solution, eux prédisaient la catastrophe. Hein? Et finalement, est-ce qu'aujourd'hui les Sénégalais, les Africains doivent attendre une solution de l'OMS, ou bien est-ce que c'est au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Union africaine, des instances sous-régionales que nous avons, d'essayer de voir comment financer cette recherche-là pour se parer à toute éventualité? Je suis parfaitement d'accord avec vous. Et encore une fois, et c'est pourquoi, et c'est là, je pense que tous les États africains, à partir de ce Covid-là, en tout cas, vont devoir prendre les responsabilités pour ne pas être... C'est vrai qu'ils devaient attendre, parce que c'est le règlement, c'est le règlement intérieur de la santé. Vous savez ce que représente l'OMS? L'OMS, c'est l'autorité suprême des ministères de santé des pays à travers le monde. Et toutes les décisions, aujourd'hui, si quelqu'un, en tout cas, devra faire quelque chose en matière de médecine, qu'elle soit une personne ou une institution, doit impérativement avoir l'aval de l'organisation. Mais elle nous sert à quoi finalement, l'OMS? Mais à prendre des décisions. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'avantage aujourd'hui, ce que l'OMS nous sert aujourd'hui, si ce comité, en tout cas, fait son travail, l'OMS aujourd'hui est de notre côté, est du côté africain. Pourquoi? Mais est-ce que l'OMS aussi doit prendre sur elle-même pour demander aux États africains de financer la recherche? Est-ce que l'OMS aujourd'hui... C'est pas le rôle de l'OMS. Le rôle de l'OMS, c'est de proposer des directives sur le plan de la santé, de façon globale, et aux pays de les adapter par rapport à leur conditionnalité. Et les bailleurs de fonds, la plupart en tout cas des bailleurs que moi je connais, avec qui je travaille, ces bailleurs, ne financent que des dispositions, en tout cas des règlements, des directives approuvées par l'Organisation mondiale de la santé. Parce que ces partenaires, ces institutions également protègent les arrières. Mais est-ce que la santé aussi peut être... est-ce qu'on peut continuer à attendre des autres, des bailleurs pour financer la santé? C'est pourquoi, pour moi, encore une fois, c'est aussi une question de souveraineté, professeur. C'est pourquoi cette pandémie, je le dis parce que je l'ai vu, c'est pas pour jeter des fleurs à qui que ce soit, mais je sais ce que j'en sais aujourd'hui par rapport à la santé au niveau du Sénégal. Si les engagements qui ont été pris, en tout cas, et je vois que c'est en train d'être mis en place, sont déroulés jusqu'à la fin, si on ne le souhaite pas, mais cette pandémie reviendra, il faut être clair, il faut qu'on soit clair là-dessus. C'est comme ça que voulu le monde. On ne sera pas surpris comme on l'a fait. Et d'ailleurs, beaucoup de pays, moi, ce que je pense des autres, en tout cas, moi, je ne parle pas aujourd'hui en tant que Sénégalais par rapport à cette position. En tant qu'Africain, c'est aux leaders africains de prendre les responsabilités, de préparer leur pays en plateau technique, en appui à la recherche scientifique. Parce que la science, aujourd'hui, qu'on le dise ou pas, les chercheurs ne sont pas très bien accompagnés. Il y a des manquements, même s'il y a beaucoup d'efforts. Parce que c'est vrai, c'est difficile de critiquer les États africains, mais qu'on accepte qu'ils n'ont pas les moyens, on peut parler de problèmes de priorité. Et c'est pourquoi cette pandémie était importante. Pour dire aux États africains, c'est vrai, on n'a pas de moyens, mais c'est vrai, ils n'ont pas de moyens, justement, mais aussi on voit souvent des sommes faramineuses dépensées dans des choses qui ne sont pas du tout prioritaires. Alors que la santé, c'est fondamental, c'est une priorité. Je suis parfaitement d'accord, et c'est pourquoi, encore une fois, je me répète, je pense qu'à la sortie de cette pandémie, les États n'auront, en tout cas nos dirigeants n'auront pas le choix. Le choix sera de financer la santé et la recherche. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, si nous n'avions pas, nous, des plateaux techniques, pourquoi on nous a cooptés comme d'autres? Ce n'est pas uniquement parce que nous avons un CV qui est là. C'est parce que s'il y a demain des choses que s'il y a un pays qui est là, il ne peut pas faire certains tests. Nous avons des institutions de recherche qui sont cotées à travers le monde, reconnues à travers le monde par les plus grandes institutions internationales, y compris l'OMS et les autres. On peut valider ces produits ou d'autres choses chez nous au niveau de nos laboratoires. Ce n'est pas le cas. Mon cas n'est pas le cas de tous les Sénégalais ou de beaucoup de chercheurs, encore moins en Afrique. J'avoue que si vous avez eu la chance de visiter beaucoup de pays, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir visité, en tout cas, aidé deux pays depuis 2008. J'ai pratiquement fait le tour de l'Afrique. C'est pourquoi, quand je vois effectivement que nous-mêmes, qu'on critique notre système de santé, je dis c'est bien. Parce qu'on va aller plus loin, plus fort par rapport à ce que nous faisons, mais nous sommes très en avance par rapport à beaucoup de choses. Mais on est encore au niveau où on a besoin de beaucoup de renforcement sur le plan plateau. Une avance qui n'est pas peut-être suffisante. Alors on va revenir sur l'aspect africain. Vous avez tout à l'heure parlé d'essais cliniques.
En amont, il y a la trouvaille déjà du produit exploité et le processus qui s'ensuit. On va s'arrêter sur le cas de Madagascar, puisqu'on est dans le panafricanisme un peu. Il n'y a pas eu de suite. Est-ce que c'est lié justement à l'origine du produit ou à sa non-pertinence? Vous avez vu, je ne sais pas, parce que bon, nous on est obligé de suivre toute l'actualité par rapport aux décideurs. Le directeur général de l'OMS, Dr Tedros, a eu à avoir un entretien téléphonique avec le président malgache. Et il découlait de cet entretien le fait de dire, parce qu'il ne pouvait pas valider ce que les malgaches ont dit. Est-ce que ça a suivi toutes les procédures en termes d'essais cliniques? Personne ne pouvait le confirmer. Est-ce que le produit en tant que tel, sur le plan de la composition, etc. etc. C'est pourquoi, et ils avaient des résultats. Pour confirmer tout ça, l'Organisation mondiale de la santé a dit, le docteur avait dit au président malgache, on va mettre à vos dispositions des scientifiques de l'OMS. En réalité, ce ne sont que des experts, parce qu'à l'OMS, effectivement, il y a des scientifiques, mais les vrais scientifiques sont les experts qu'ils coptent à travers le monde, comme nous autres, qui vont vous accompagner. Et c'est là, je pense, qu'a été le déclic par rapport à ça, pour dire que maintenant, si le Madagascar, aujourd'hui, veut en tout cas finaliser son protocole, son étude, le comité sera là pour revoir, s'il y a des manquements, revoir tout, parce que la pandémie est encore là, et on a encore plusieurs mois devant nous, pour leur permettre de confirmer ce qu'ils ont trouvé. Et si cela est confirmé, ça peut être une excellente nouvelle pour l'Afrique. Et c'est pourquoi je dis, oui, c'est le Madagascar, à mon avis, qui a été le facteur déclenchant par rapport à ça. Et c'est pourquoi, encore une fois, je salue le leadership. C'est rare de voir ça. Une fois, j'ai vu que beaucoup de leaders africains, des dirigeants, y compris notre président, se sont levés pour dire que nous sommes avec les Malgaches. Sans savoir même, ils ne sont pas des scientifiques, mais ils ont jugé utile. Ils ont salué l'initiative déjà. Ils ont signé maintenant. Et l'audace. Parce que jusque-là, la vérité doit sonner blanche, comme disait Chahane. Et c'est pourquoi nous, ce que les leaders voulaient, nos dirigeants voulaient, parce que je me rappelle, nous faisions partie de ce que le président a eu à consulter par rapport à ce produit. Tu sentais qu'il voulait aider. Il voulait d'abord dire au Madagascar que nous sommes avec vous, parce qu'en tant qu'Africains. Deuxièmement, faire en sorte que ce produit, ce n'est pas un produit malgache, c'est un produit africain. Et c'est ça qui a été le facteur déclenchant. Et maintenant, nous, moi j'ai eu des appels par rapport à des collègues qui n'ont pas compris parfois. J'ai dit non, aujourd'hui c'est un problème de l'Afrique. Moi j'oublie les autres institutions. C'est un intérêt africain qui est là. On le défend parce qu'on a notre place, on a notre rôle. On a notre mot à dire par rapport à ça. Donc oui, pour dire que je pense qu'en tout cas, nous, ce qu'on veut, on n'a pas encore eu notre première réunion pour aller voir, mais on connaît notre agenda, notre feuille de route, on a notre feuille de route par rapport à ce que nous devons faire. Alors, professeur, est-ce qu'on s'achemine pas aussi mieux, pour terminer à ce niveau-là, l'objectif, c'est de faire en sorte demain d'avoir un même protocole pour l'ensemble des pays. Alors, est-ce qu'on ne s'achemine pas aussi vers un choc de protocole? Parce qu'on a vu aussi ce qui s'est passé depuis Marseille avec le professeur Raoult, qui a véritablement transcendé tout ce qu'il y avait comme process et qui appartient aussi à la communauté scientifique. Est-ce qu'aujourd'hui, ce comité de l'OMS, c'est pas aussi encore pour court-circuiter de très belles initiatives qui pourraient justement répondre à ces enjeux? C'est pourquoi la sélection, et c'est pourquoi encore une fois, pour cette fois-ci, j'avoue qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension par rapport à l'Organisation mondiale de la santé. Effectivement, c'est difficile. C'est une pandémie qui a surpris tout le monde. Vous voyez ce qui se passe. Mais pour une fois, le fait de mettre en place ce comité et sélectionner des Africains venant de beaucoup de pays, indépendants, sans conflit d'intérêts, prouve qu'aujourd'hui, on veut avoir un seul protocole, comme je l'ai dit. On veut aller vers un même protocole. Certes, le produit peut être différent, mais les protocoles thérapeutiques, les protocoles d'essai cliniques, très souvent, sont... Quel est le pouvoir de ce comité? Mais c'est un pouvoir de décision. Je vous l'ai dit, notre rôle, et c'est comme ça que nous fonctionnons en tant qu'experts au niveau de l'OMS pour d'autres maladies. Et nous sommes très indépendants, parce que c'est la condition. Soit nos décisions passent par rapport à le comité ou on plie bagage. Mais donc pour ce comité, ce que je veux dire, c'est qu'il faut saluer cette initiative de l'OMS et remercier l'OMS pour avoir eu vraiment pris cette décision qu'on en attendait. Et les surveiller aussi. Et les surveiller. Oui. Et maintenant, faire en sorte que les pays soient accompagnés. Et notre rôle, c'est d'accompagner les pays. Et encore une fois, je le dis, c'est d'arriver vers un même protocole. Ça se passe dans beaucoup de pays et on le fera. Il n'y aura pas de pression sur nous. On travaillera en toute indépendance et en toute légitimité et surtout dans un sens éthique
exceptionnel. Et dans cette mission, vous serez accompagné par le professeur Mboup. Je n'osais pas le dire parce que... nous l'avons appris dans la merci presse. Merci beaucoup, je l'ai dit ce matin. C'est très bien parce que... et ça prouve quoi? Qu'ils n'ont pas pris n'importe qui. Parce que tout le monde connaît le professeur Mboup. Parce qu'effectivement, ce que je ne sais pas, c'est est-ce qu'il a accepté. Parce que, comme je l'ai dit, il vous propose, il sélectionne leur expert, il vous dit, il faut signer ce document pour montrer que vous avez accepté. Mais effectivement, s'il accepte, c'est une très bonne chose. Mais professeur... J'y viens. Parce que pour moi, en tant que jeune, qui a été formé par le professeur Mboup, comme tant d'autres, qui est un maître pour moi, siéger dans ce comité avec cette personnalité, qui est une sommité au plan mondial, par rapport à tout ce qui a été fait, prouve que ce comité a de belles chances. Alors, je vais faire un peu de la médisance positive. Est-ce qu'on peut refuser une cooptation de l'OMS parce que certains disent que c'est une sphère de prestige? Non. Moi, c'est quoi la réponse? Est-ce que vous pensez qu'un professeur Mboup accepterait ça? Alors, je vous pose la question par rapport à tout ce qu'il a fait. C'est juste une question, professeur. Voilà, donc c'est pour moi un honneur. Est-ce qu'il est avéré que les États-Unis se sont retirés de l'OMS? Je ne veux pas vous répondre par rapport à ça, parce que je n'ai pas l'information. C'est par rapport aux finances. Alors, toujours dans cette question de recherche, il y a une formule, entre guillemets, qui déambule partout, et ce sont les chercheurs eux-mêmes qui en parlent. On dit, la formule consiste à dire que des chercheurs qui cherchent, on en trouve, des chercheurs qui cherchent et trouvent, on en cherche. Vous comprenez la question? Mais d'accord, mais en réalité, tout dépend des moyens. Tout dépend des moyens. Et je vous le dis, je le répète, l'école de Dakar est une excellente école. Et il y a eu des grands maîtres. Et encore une fois, je le dis, je le répète. Quand on m'a dit que le professeur Mboup siège avec vous dans ce comité, j'ai dit, là, ouf. Parce que ça va régler beaucoup de choses. On l'espère. Non, parce que, pour dire quoi? Pour dire que lui, c'est un maître, il faut que je parle de lui. Il a fait tellement de travaux, tellement de recherches. Et arrivé à ce niveau, nous qui sommes jeunes, plus jeunes, qui ont été formés par cette école de Dakar, c'est pourquoi je l'ai dit, on a fait ce que nous pouvons. Parfois, je l'ai dit, il y a un problème de moyens. Les moyens ne suivent pas toujours. C'est pourquoi, malheureusement, beaucoup cherchent, ne trouvent pas. Pas parce qu'ils ne le savent pas, pas parce qu'ils n'ont pas l'expertise. Parce que la recherche n'existe même pas, finalement. Si ça existe. Quelque part. Le financement de la recherche. C'est le financement de la recherche. Donc, le financement de la santé même. Comment la santé est financée dans nos États? Oui, mais bon, c'est pourquoi je le dis. Pour moi, encore une fois, après la pandémie de la Covid-19, je pense que les Africains vont se réveiller par rapport à la recherche. Il y a beaucoup de recherches à faire par rapport à la recherche. Et j'ose espérer que moi, encore une fois, si je suis coopté, c'est parce qu'il y a eu des travaux scientifiques, parce que j'ai une institution, il y a eu des résultats. Mais je suis persuadé qu'il y a d'autres Sénégalais qui pouvaient faire mieux que moi dans ces comités par rapport à une expertise. Mais probablement, ils n'ont pas eu autant de moyens sur le plan de la recherche, autant de partenaires que moi. Il n'y a que ça. Mais aussi, tous les chercheurs se valent. Il faut qu'on le comprenne ainsi et les encourager. Moi, tous mes collègues qui sont là, tu sens qu'ils veulent faire de belles choses. Mais parfois, ce sont les moyens qui manquent. Alors, le réveil des Africains ne serait en tout cas pas prématuré. Nous sommes déjà preneurs. Pape Djibril Fall, merci de m'avoir accompagné sur ce plateau. Merci, professeur Daouda. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, Pierre et toute la régie. Excellente suite des programmes.